Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bonsoir également aux auditeurs d'El Mauritania et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur que nous consacrons ce soir à la formation professionnelle et à l'emploi. L'emploi des jeunes, voilà un défi de taille auquel se trouvent confrontés de nombreux pays africains, dont le nôtre. L'ouverture lundi dernier à Dakar du premier atelier de concertation et d'échange sur l'actualisation de l'offre de la formation professionnelle pour sa mise en adéquation avec la demande du marché de l'emploi au niveau des wilayas du Tirizimour, de l'Adrar et de l'Inchiri se veut une démarche visant à rechercher des solutions durables au problème du chômage des jeunes. La Mauritanie dispose, chacun le sait, d'un potentiel économique riche et diversifié, capable d'offrir d'importantes opportunités d'emploi s'il est exploité judicieusement. Et comme l'a si bien expliqué la ministre de l'Emploi lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier, cet atout ne peut être pleinement bénéfique que si nous disposons d'une main-d'œuvre qualifiée, motivée par le travail, adaptée aux besoins du marché et débarrassée de toutes les barrières et pesanteurs sociales, mais aussi et surtout des perceptions négatives de nature à entraver l'exercice libre de certains métiers. L'une des premières démarches du plan d'action du département est l'analyse des besoins du marché grâce à la mise en place de mécanismes de concertation pour garantir une bonne adéquation de l'offre de formation avec les besoins en qualification du marché du travail. Afin de parler des différents aspects de la question, nous avons invité sur le plateau de Zoom sur M. Hamadi El Bekkay, chargé de mission au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Sid Ahmed Iyo, directeur général de la formation professionnelle, et M. Cher Eya, directeur général de l'emploi au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Avant de continuer, je vous invite à suivre cet élément de Mohamed Khattab. C'est une journée de concertation et d'échange sur l'actualisation de l'offre de formation professionnelle pour sa mise en adéquation avec la demande du marché de l'emploi au niveau des wilayas de l'Adra, du Tirizimour et de l'Inchiri. Donnant le coup d'envoi du lancement de ces ateliers régionaux, la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Lalia Kamara, a souligné que cette rencontre Dakar constitue l'une des premières démarches du plan d'action de son ministère. Notre pays dispose d'un potentiel économique riche et diversifié, qui peut offrir d'importantes opportunités d'emploi. L'exploitation judicieuse de ces opportunités peut donc amener à réduire sensiblement le chômage, voire à l'éradiquer. Toutefois, ces atouts ne pourront être pleinement bénéfiques que si et seulement si nous disposons d'une main-d'œuvre qualifiée, motivée par le travail, adaptée aux besoins du marché et débarrassée de toutes les barrières et pesanteurs sociales qui, parfois, donnent des perceptions négatives de nature à entraver l'exercice libre de certains métiers. C'est à ce titre que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, dans l'exécution de sa stratégie nationale de l'emploi et dans sa politique d'amélioration de la formation professionnelle et technique, tient à mettre le curseur non pas seulement sur le nombre de diplômés et de jeunes formés, mais également et surtout sur le nombre de jeunes insérés dans la vie active, c'est-à-dire qui ont un emploi. Et pour cela, une des premières démarches de notre plan d'action est l'analyse des besoins du marché grâce à la mise en place de mécanismes de concertation avec les employeurs qui en majorité sont le secteur privé, qu'ils soient formels ou informels, et également issus de l'économie sociale et solidaire, pour garantir une bonne adéquation de l'offre de formation avec les besoins de qualification du marché du travail. Pour sa part, le maire adjoint de la commune d'Atar a souligné l'importance de la formation professionnelle, appelant à introduire d'autres filières dans les programmes de formation, allant de pair avec les spécificités économiques de la wilaya de l'Adrar, notamment pour les caroleurs, les tailleurs de pierre, mais aussi dans le domaine de l'hôtellerie, le développement des palmiers datés, de l'artisanat traditionnel, entre autres. Il est à noter que les participants à cet atelier venus des 3 wilayas du Nord
Tirzamur, Adrar et Inchiri auront à formuler des recommandations à même de permettre une meilleure implication des entreprises dans la formation et à faire évoluer la qualité des formations diplômantes. Rebonsoir et merci de nous rester fidèles. Et pour commencer, qu'est-ce qui impose aujourd'hui l'organisation de ces ateliers? Pourquoi le choix de ces villes du Nord, l'Inchiri, l'Adrar, le Tirzamur, et quels sont les principaux domaines des formations diplômantes chez nous? Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Ces ateliers sont organisés par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle dans le cadre de ces activités de préparation des jeunes à travers une offre de formation en pleine adéquation avec la demande du marché de l'emploi. Pour y parvenir, une concertation et un dialogue est nécessaire au niveau local pour discuter avec l'ensemble des opérateurs et des intervenants, aussi bien au niveau du marché de l'emploi qu'au niveau de la formation professionnelle, pour mettre en place une carte de formation professionnelle consensuelle qui répond de manière adéquate aux besoins du marché de l'emploi. L'activité qui a été organisée à Attar n'est que le déclenchement d'une série d'ateliers qui seront organisés au niveau du territoire national. 4 ateliers vont être organisés, dont 2 d'ailleurs sont déjà organisés, et qui départagent un peu les wilayas suivant leurs caractéristiques économiques et leur proximité démographique. À ce titre, l'atelier d'Attar regroupait les régions du Nord, les wilayas du Nord, à savoir l'Inchiri, l'Adrar et le Tirzamur. C'était le 30 mai. Le 1er juin a été organisé l'atelier de Nouakchott qui regroupait Nouakchott et Dakhlet Nouadhibou. Le 13 juin aura lieu, Inch'Allah, à Kaïdi, un atelier qui va regrouper les régions du Sud, à savoir le Trarza, le Barakna, le Guidimata et le Gorgol. Le 16 juin sera celui de Kifa, et qui comprendra la wilaya du Tagan, de la Saba et de Dohod. Donc, à travers cette série d'ateliers, la concertation sera donc faite au niveau de toutes les wilayas du pays et l'ensemble des intervenants seront concertés pour établir une carte de formation professionnelle qui fera la feuille de route pour l'intervention au niveau de la formation professionnelle des années prochaines, Inch'Allah. Merci. Je voulais juste ajouter que dans le cadre de la création de l'emploi et la résolution du chômage, une stratégie nationale de l'emploi a été élaborée. Cette stratégie nationale de l'emploi s'articule autour de 4 axes principaux, dont le deuxième axe est réservé à l'orientation du développement du capital humain selon une logique axée sur la demande, c'est-à-dire assurer l'adéquation formation-emploi. Le diagnostic qui a été fait montre que réellement la formation ne répond pas aux besoins réels du marché de l'emploi. Et c'est pour cela qu'on a essayé cette fois-ci de préparer une carte de formation sur l'étendue du territoire national. Donc cette opération concernera l'ensemble des centres de formation professionnelle, l'élaboration de la carte. Il y aura une concertation entre l'ensemble des parties prenantes concernées, c'est-à-dire le patronat d'abord en premier lieu, la société civile, l'administration territoriale et les responsables des centres de formation professionnelle pour essayer de rapprocher l'offre de la demande. Et ça s'inscrit aussi dans le cadre de l'employabilité, qui est le vrai préalable nécessaire requis pour la création de l'emploi, c'est l'employabilité. Et l'employabilité commence obligatoirement par une formation appropriée, adéquate pour assurer un emploi décent. Monsieur Sid Ahmed, merci. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation et je remercie le Mauritania pour donc nous donner l'occasion de parler un peu de la formation de l'équipe professionnelle de l'emploi.
Comme vous savez, la formation professionnelle est le levier principal pour l'emploi des jeunes. Et la formation professionnelle commence par le choix des filières. Et donc, je rappelle aussi que nous avons pour le moment 95 filières dans les secteurs principaux de l'économie mauritanienne. Les secteurs tertiaires, industriels, BTP et agricoles. Il est vrai que nous ne couvrons pas chacun de ces secteurs. Et il est vrai aussi que nous ne sommes pas satisfaits du produit de la formation technique professionnelle pour diverses raisons, dont notamment la qualité, le choix de certaines filières et la mentalité des Mauritaniens. Donc, l'objet de ces ateliers, c'est d'approfondir ces sujets, c'est d'avoir et de se mettre tous d'accord sur des filières qui répondent aux besoins de l'économie mauritanienne. Je dirais que ça a commencé par le Nord pour des raisons évidentes. C'est que en tant que formateur, on voit plus d'opportunités dans le Nord, mais ça n'empêche pas aussi qu'on va, comme a dit le chargé d'émission, on a fait déjà un workshop et on fera toutes les autres régions en 2 étapes. L'une, la zone Gorgol, Guidimara, Barakna et Taralza, et l'autre, la Saba, le Tagan et le Dehol. Est-ce que l'offre actuelle de formation diplômante répond aux attentes des établissements, des entreprises? Bon, on ne peut pas dire qu'elle répond à l'attente de ces entreprises à 100%. Cependant, quand même, il faut dire que la formation professionnelle, elle joue un rôle essentiel dans la préparation des jeunes à s'insérer dans la vie active. Ouais. Ça, c'est d'un. Le deuxième objectif aussi, c'est de répondre aux besoins en qualification, aux besoins en compétences des entreprises. Alors, est-ce que ces 2 objectifs sont remplis? C'est la question maintenant qu'il faut poser. Par rapport à l'insertion des jeunes, il est certes que l'insertion des sortants de la formation professionnelle est nettement mieux que les jeunes du même âge qui n'ont pas fait de la formation ou bien qui ont fait un autre enseignement différent de la formation professionnelle. Et c'est naturel. Est-ce qu'on peut faire mieux par rapport à cela? Ça, c'est une question. La deuxième question, est-ce que ce produit répond réellement aux besoins des entreprises? Ouais. Alors là, pour être honnête, on pense que le produit que nous sortons à travers ces établissements de formation peut être amélioré. Peut être amélioré à travers le choix des entreprises, à travers le choix des spécialités, mais également aussi à travers les niveaux de formation, aussi bien les compétences techniques, mais également aussi par rapport aux compétences linguistiques que beaucoup de chefs d'entreprise ont posées lors de ces ateliers. Et d'ailleurs, ça a été très utile pour nous. Et donc, à nous maintenant d'orienter ce système de formation professionnelle vers ce besoin qui vient d'être exprimé en termes de filière, en termes de niveau et en termes sur le plan quantitatif aussi. Donc, toutes ces données doivent être prises en considération, mieux adapter donc cette formation et la rendre plus qualifiante par rapport à l'objectif qui est visé. Il faut dire que l'évaluation du dispositif tel qu'on le vit actuellement vit pas mal de problèmes. Certains sont liés à la mentalité des jeunes Mauritaniens, comme viennent de le dire mes collègues.
les métiers qui sont les plus demandés. Oui, quels sont justement ceux qui intéressent le plus les jeunes? Ceux qui intéressent le plus les entreprises n'intéressent pas obligatoirement les demandeurs jeunes. d'emploi. Et c'est là le problème. Et d'ailleurs, on vit une situation un peu paradoxale, si on peut dire. C'est que, d'une part, au niveau du marché de l'emploi, il y a une très forte demande sur un certain nombre de métiers. Et de l'autre côté, nous avons des effectifs assez importants au niveau de la demande sociale de jeunes qui ont quitté les bancs de l'enseignement général et qui ne disposent d'aucune qualification et refusent, dans une certaine mesure, d'exercer ou de se former sur les métiers qui sont demandés. Donc, nous avons une pléthore au niveau de la demande, et nous avons au niveau de la demande sociale, et au niveau de la demande économique, nous avons une demande qui est assez importante. Et cela explique encore, dans une certaine mesure, la très forte présence de la main-d'œuvre étrangère qui exerce dans certains métiers tels que les BTP, les bâtiments et travaux publics, même au niveau des services, mais également aussi au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture, et j'en passe. Donc, ceci dit, nous avons cette boîte de transformation, qui est la formation professionnelle. Je dirais qu'elle ne joue pas pleinement son rôle actuel, parce qu'elle doit s'ouvrir davantage et convaincre les jeunes à aller vers les formations qui sont demandées et répondre sur le plan quantitatif à la demande de ces entreprises. Et quel va être le... Allez-y. Vas-y. Non, je me demandais juste quelle va être la conséquence de cette problématique sur l'économie du pays, sur les débouchés d'emploi. Moi, je voulais juste pour compléter l'intervention du chargé de mission, je voulais dire que le diagnostic qui a été fait a révélé qu'il y a un important nombre, un très grand pourcentage de perditions scolaires par rapport aux jeunes. Et c'est ce qui a fait que c'est des jeunes qui deviennent dans une situation qu'on appelle communément nini. C'est-à-dire ne suivent ni une formation scolaire et ils ne bénéficient pas d'un emploi. Et c'est des gens qui nécessitent même la formation en éducation de vie. Ce qui fait que réellement, le niveau de ces gens-là fait que les métiers qu'on va leur apprendre nécessitent réellement le niveau déjà avec la déperdition scolaire est très bas. Et en plus de ça, on a besoin dans la formation professionnelle de pratiquer et de faire un apprentissage. Et là, je pense que le complément de formation théorique s'est fait à travers, et c'est devenu une nouvelle approche, à travers le chantier école. Et je pense qu'avec les chantiers écoles et avec la concertation actuelle et avec les conventions cadres qu'on est en train de faire avec le patronat, on arrivera réellement à trouver un mécanisme qui va permettre à la formation d'être de qualité. C'est-à-dire former théoriquement comme il se doit, trouver le lieu dans lequel il faut pratiquer, et à travers ça, on trouvera au moins une main-d'œuvre plus ou moins qualifiée et des gens qui arrivent à maîtriser des métiers qui sont demandés sur le marché de l'emploi. Je rejoins le chargé de mission pour dire que malheureusement, il y a une présence très importante de la main-d'œuvre étrangère, surtout dans les secteurs informels et aussi dans les secteurs formels. J'attire votre attention sur le fait que dans le cadre de la réglementation mauritanienne, il est interdit aux étrangers de travailler sauf suivant des conditions. Ces conditions-là, généralement, permettent, surtout dans les secteurs formels, d'assurer un transfert de compétences, un développement de compétences et un plan de succession, c'est-à-dire un plan de mauritanisation qui se fait, mais ça, c'est surtout orienté vers les techniciens qui opèrent dans le secteur formel. Dans le secteur informel, donc la seule façon, c'est de valoriser les métiers, faire des sensibilisations par rapport à la mentalité mauritanienne, la mentalité des jeunes qui considèrent qu'il y a certains métiers qui ne sont pas pour eux des métiers de choix et surtout les former une formation solide qui leur permet réellement de répondre aux vrais besoins de l'entrepreneur qui a besoin de trouver un employé et une main-d'œuvre qui est à mesure de s'acquitter des missions qui lui sont assignées. Sid Ahmed, est-ce que tous ces jeunes formés trouvent des opportunités, ils sont insérés dans la vie active?
Et puis, Cheikh a également signalé la forte présence d'étrangers. On est loin d'être xénophobe. Mais pourquoi le choix des Mauritaniens se porte le plus souvent sur des étrangers et non sur des Mauritaniens? Est-ce que c'est par rapport à la qualité de la formation, à la confiance qu'on a envers nos... Moi, merci. Je viens de dire que je ne suis pas du tout très satisfait de la qualité de la formation, pour plusieurs raisons. Ouais. Pourquoi? Pour la formation coûte très cher. Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas donné les prix qu'il faut. On n'a pas payé les prix qu'il faut. Pour la formation, il faut avoir des ateliers bien équipés. Il faut avoir des bons formateurs, bien formés. Il faut avoir des programmes bien faits. Et tout ceci, c'est les piliers de la formation. Bien sûr, n'oublions pas non plus que les candidats à la formation professionnelle, pour le moment, je dis bien, sont malheureusement des jeunes qui n'ont pas pu suivre des écoles, plutôt des études supérieures. Et par conséquent, faire de la bonne qualité dans ce cadre, ce n'est pas extrêmement facile. En tout cas, le ministère fait ce qu'il peut pour qu'il puisse améliorer la qualité. C'est dans ce sens que cette concertation, c'est dans ce sens que le choix des filières, c'est dans ce sens que nous allons donc nous sommes maintenant sur le point de définir des nouveaux établissements, d'augmenter la capacité d'accueil, parce que là, nous avons en fait un problème, une problématique. Nous avons une pression sociale. 80 000 jeunes sont versés chaque année. Il faut s'en occuper. Et nous avons un dispositif de formation, pour le moment, qui ne peut accueillir que 9 à 10 000 seulement. Et donc, et bien sûr, là, vous avez la pression aussi économique, parce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le nombre de formés, tout en assurant la qualité, ce qui n'est pas extrêmement évident. Donc, bien sûr, nous, on sait qu'aujourd'hui, quand on regarde à Nouakchott, on voit que beaucoup d'étrangers, comme vous avez dit, nous ne sommes pas du tout xénophobes. C'est souvent des pays limitrophes. Nous avons des colonies également qui sont dans les autres pays. Peut-être aussi notre population est par ailleurs, mais en tout cas, il y a beaucoup de métiers qui peuvent être faits par des Mauritaniens. Et j'en suis sûr que ce n'est pas seulement la qualité, mais c'est aussi la mentalité qui joue extrêmement. Peut-être aussi, il faut améliorer les conditions de travail pour que les Mauritaniens puissent accepter telle ou telle situation. Et donc, je crois qu'il y a lieu, et c'est le moment, du fait que nous sommes dans le même ministère, l'emploi et la formation professionnelle, d'améliorer les conditions, aussi bien réglementaires que statutaires, et que de l'autre côté, améliorer la qualité et jouer sur la mentalité pour que les Mauritaniens puissent travailler, et au moins autant que l'étranger, si ce n'est pas plus. Parce que là, je sais que si vous regardez les BTP aujourd'hui, vous voyez vraiment qu'il y a des travaux quand même qui peuvent se faire par des Mauritaniens, même sans qualification. Mais malheureusement, il y a toujours ce problème de mentalité qui est extrêmement important. Combien de temps durent en général ces formations diplômantes? Et est-ce que les jeunes qui sont à l'intérieur ont les mêmes opportunités que ceux qui sont dans les grandes métropoles comme Nouakchott et Nouadhibou? Pour ce qui est de l'offre de formation actuelle, elle offre un certain nombre de niveaux qui sont disponibles sur le territoire national. Par rapport aux formations diplômantes, il y a ce qu'on appelle le CC, c'est-à-dire le certificat de compétence, qui est une formation, c'est la plus courte formation qui va de 6 à 9 mois. Il y a ce qu'on appelle le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, qui est de niveau de collège, et qui s'étale sur 2 ans.
il y a la formation de BT, de brevet de technicien. Et il y a également aussi 2 ans, et il y a la formation des techniciens supérieurs, les BTS, également aussi, qui est de 2 ans pour les bacheliers ou bien ceux qui ont obtenu leur diplôme BT. Ces formations, ces diplômes sont disponibles, comme je le disais tantôt, sur le territoire national, de manière égale entre tous les Mauritaniens. Cependant, chaque wilaya a sa spécificité. Et l'école qui se trouve au niveau du chef-lieu de la wilaya s'adapte aux besoins. Quand je prends par exemple l'école qui est à Ata, elle développe plus le tourisme et les services et les métiers connexes, mais également elle offre les formations qui sont indispensables à l'économie, aussi bien locale, mais également aussi elle contribue aux besoins nationaux. Donc, chaque wilaya a sa spécificité. Pour ce qui est de l'accès à ces établissements, l'accès est ouvert, mais se fait uniquement par voie de concours. Ce sont des textes qui le disent. Habituellement, on fait depuis l'année dernière une campagne de sensibilisation à travers des caravanes qui sillonnent tout le territoire national pour orienter les jeunes vers les formations qui sont offertes par les dispositifs de formation. Alors, à travers ces caravanes, nous essayons de surpasser ou de trouver une solution justement à ce problème de sensibilisation des jeunes sur l'orientation des jeunes vers les métiers qui sont les plus demandés. Malheureusement, nous avons constaté l'année dernière que les métiers les plus demandés ne constituent pas un intérêt particulier de ces jeunes. À ce titre, l'orientation qui se fait annuellement dans le temps, après le concours d'entrée au niveau des établissements, a été programmée en amont de ce concours. Donc, les jeunes qui veulent faire la formation professionnelle choisissent son métier. Et nous avons constaté que les métiers qui sont les plus demandés par le marché de l'emploi n'ont reçu malheureusement pratiquement pas de candidats. Les métiers de la maçonnerie et tout ce qui est lié à ces métiers, certains métiers aussi des services, la cuisine, la restauration, etc. La pêche, pas mal de ces métiers qui sont très demandés, malheureusement nos jeunes ne les suivent pas. Pourquoi c'est un problème, justement, c'est un problème lié malheureusement à la mentalité des jeunes, à la mentalité sociale. Nos jeunes, déjà, ils sont pressés à travailler, mais surtout à travailler derrière des bureaux, travailler derrière dans des conditions qu'il faudrait peut-être prendre du temps pour y arriver. Ils sont pressés d'arriver au stade final de leur métier, mais tout en cherchant encore les métiers qui demandent le moindre effort. Et là, malheureusement, ça exclut les métiers qui sont les plus demandés. Et ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, et c'est très malheureux, certains métiers dans notre société sont castés. Et là, il n'y a pas de plus mauvais que ça. Le métier est libre et tout le monde peut bien l'exercer. Ça lui permet de mieux s'insérer dans la vie active et dans la vie professionnelle, mais également aussi avoir des revenus considérables pour mieux vivre. Il n'y a pas de raison de voir d'une manière dégradante certains métiers. Tous les métiers sont bons et ils sont demandés surtout par le marché du travail. Cher.
Donc, pour ce qui est des durées de formation, je pense que le chargé de mission a bien répondu à la question, mais il est très important de signaler que le problème de mentalité est un problème sérieux auquel on est confronté, parce que quand on commence à essayer d'identifier les bénéficiaires sur la base d'une demande sérieuse et une demande intense du marché du travail, on trouve que les choix des bénéficiaires de la formation s'orientent plutôt vers le bureautique, pas vers le BTP qui est trop demandé, et ils essayent de s'orienter vers des métiers qui ne sont pas demandés par le marché de l'emploi, et tout ça, c'est l'effet de la mentalité. Donc, c'est ce qui a fait qu'une forte sensibilisation et une forte campagne a été faite l'année dernière à travers un projet Mehneti qui valorise les métiers, qui sert un peu de passerelle entre la formation professionnelle, technique et professionnelle et l'emploi, et qui réellement contribue d'une façon considérable dans le changement de cette mentalité, et que nous considérons comme étant un préalable nécessaire pour pouvoir assurer des formations aux besoins du marché. Parce que quand réellement nous faisons une étude, on essaie d'avoir un diagnostic trop fiable et on a une idée sur les véritables besoins du marché. Et d'autre part, le choix des bénéficiaires n'est pas orienté vers ces besoins. Là, ça pose un sérieux problème, et c'est pour cela qu'il faut essayer, dans le cadre de la concertation, de trouver un mécanisme un peu plus poussé pour une forte sensibilisation sur le changement de mentalité et le choix de l'orientation vers les vrais besoins du marché de l'emploi. Et je pense que c'est l'une de nos priorités. Est-ce qu'il existe une offre de formation des entreprises publiques ou privées, si vous avez bien sûr quelque chose à ajouter? Très bien, merci. Tout d'abord, je vais dire que le ministère en charge chargé de l'emploi et de la formation professionnelle fait beaucoup d'efforts. C'est dans ce cadre qu'elle a créé ce qu'on appelle les CDC, les centres de développement de compétences, qui sont là pour améliorer la qualité de la formation en agissant sur les programmes et sur la formation des formateurs. Et c'est dans ce cadre aussi que nous avons formé une centaine de formateurs nouveaux dans différentes filières. Et c'est aussi dans ce cadre aussi que, pour améliorer la qualité et bien sûr augmenter la capacité, que le ministère a créé 3 nouveaux établissements de formation, dont un qui va travailler sur le gaz, le pétrole et les technologies industrielles, un autre sur les nouvelles technologies à Nouadhibou, et un 3e sur une école d'excellence de BTP à Nouakchott. Tout ceci, je dis bien, parce que nous avons toujours cette problématique de la quantité et de la qualité. Donc il faut augmenter la capacité tout en essayant d'améliorer la qualité. Vous avez posé une question relative. Est-ce que l'offre de formation est à peu près la même sur tout le territoire? En effet, comme on a dit au début, il est vrai que les établissements sont plus ou moins spécialisés, à vocation parfois agricole, de services industriels, des BTP, et ainsi de suite. Néanmoins, les niveaux sont les mêmes, les diplômes sont les mêmes, et bien sûr, les niveaux des formateurs sont semblables. Donc, si quelqu'un fait la même spécialité à Nouakchott ou à Nouadhibou ou à Tar ou n'importe où, normalement, les niveaux étant les mêmes. Deuxièmement, pour assurer ceci, nous avons un concours d'entrée qui est semblable pour tout le monde, et un examen de fin d'études, c'est-à-dire pour le diplôme, on a les mêmes diplômes, les mêmes sujets, les mêmes examens. Et donc, par conséquent, on doit avoir les mêmes niveaux.
relative à votre question, si vous pouvez me rappeler la dernière question. Oui, c'est par rapport à l'offre de la... Oui, c'est ça. Bon, là aussi, pour améliorer la qualité, pour améliorer la qualité, nous pouvons, normalement, nous devrons agir sur la pratique. Il faut dire que après une formation professionnelle, les modes de formation sont, vous avez un mode qu'on appelle résidentiel, c'est-à-dire que malheureusement, la majorité du temps, l'élève ou le stagiaire, l'apprenant est dans l'établissement. Vous avez l'apprentissage où seulement 10% à 20% dans l'établissement, et vous avez l'alternance où 50% à peu près. Et bien sûr, pour faire ceci, on a besoin des entreprises. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'emploi a parlé de la convention qui lie les secteurs de la formation, même un peu plus, plutôt le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et le patronat. Oui. Et bien sûr, dans chaque programme de formation, même s'il est résidentiel, on a 240 heures de pratique. Mais je suis sûr que malheureusement, s'il n'y aura pas davantage de coopération entre les secteurs, entre la formation professionnelle et les entreprises, malheureusement, notre produit serait toujours en deçà de nos attentes. Et par conséquent, j'ai saisi l'occasion de demander, de solliciter cette coopération. Et j'ai dit dès à présent que les établissements de formation sont disponibles, et ils veulent, pour aussi sceller cette coopération, nos établissements de formation sont tous des EPA, c'est-à-dire des établissements publics à caractère administratif. Et ils ont des conseils d'administration, par conséquent, bien sûr, des conseils d'administration. Dans chaque conseil d'administration est représenté le patronat. Et par conséquent, il est dans le pilotage de l'établissement. Il peut agir sur le plan d'action de l'établissement. Par conséquent, il peut agir sur la qualité et la quantité formées dans chaque établissement. Et donc, vraiment, nous sollicitons le développement de cette coopération. Est-ce que vous avez une idée du nombre de jeunes ayant déjà réussi grâce à ces formations diplômantes, comment ils sont reçus dans les établissements publics et privés, comment se font les démarches, est-ce qu'elles se font auprès de votre département, ils sont encadrés, suivis, si on peut avoir une idée de ce processus? Les sortants de la formation professionnelle, habituellement, une fois qu'ils finissent leur formation, ils commencent le processus de recherche d'emploi. Il y a un service public de l'emploi, qui est l'Agence nationale de l'emploi Tachri. Ancien ANAPEJ. Ancien ANAPEJ. Et les jeunes sortant de la formation professionnelle, comme tout autre demandeur d'emploi, s'inscrivent. Mais également aussi, ils font leur démarche personnelle. Habituellement, il y a des recrutements annuels qui se font par un certain nombre d'entreprises, telles que la SNIM, telles que le TASIS, telles que pas mal d'entreprises, et qui recrutent annuellement aussitôt l'année écoulée. Donc, aussitôt qu'ils détiennent leur diplôme, il y a souvent des demandes. Bon, bien sûr, cette demande est inférieure au flux du nombre de sortants. Parce que les sortants de ces formations, certains peuvent trouver des emplois salariés, d'autres peuvent se verser dans le temps emploi, et d'autres aussi peuvent, bien sûr, organiser leur petite entreprise. Donc, tout cela existe. De toute façon, les enquêtes que le ministère a menées
révèle un taux d'insertion de 54, autour de 55% environ, c'est ça. Voilà. De ces jeunes. Actuellement, il y a, dans le cadre du programme du président de la République, il y a un engagement particulier sur l'appui à l'insertion de ces jeunes à travers leur accompagnement au cours du processus de recherche d'emploi, avec un appui notamment budgétaire d'une bourse de stage, et leur accompagnement aussi à travers les relations qui sont faites avec le patronat et avec les entreprises pour les prendre en stage. Le stage au niveau de la formation professionnelle est quelque chose de très important, parce que la formation professionnelle, il faut avoir des compétences et il faut avoir l'expérience. Là, ça facilite pleinement le succès en matière d'insertion des jeunes. Il y a des stages qui doivent être effectués au cours de la formation elle-même, ce que vient d'expliquer le directeur général de la formation professionnelle. Et on ne peut pas améliorer la qualité de la formation professionnelle s'il n'y a pas une implication réelle et active de l'entreprise. La formation ne peut pas être faite à 100% au niveau de l'établissement. Elle sera beaucoup plus, je dirais, théorique dans une certaine mesure, mais sa valeur, elle la détient surtout quand il y a une bonne teneur de pratique au niveau de l'entreprise elle-même. L'établissement, ce qu'il fait, c'est une simulation de la situation de travail par rapport au métier lui-même. Mais cette situation et cette pratique, sa réalité ne peut être mesurée qu'à travers l'exercice direct du métier au niveau de l'entreprise. Et cet exercice se fait notamment à travers les stages, à travers l'apprentissage, qui fait parfois partie intégrante de la formation. Et donc l'entreprise elle-même, à force de contribuer à la formation, mieux elle trouve elle-même les jeunes et les connaîtra avant même son recrutement, mais aussi elles contribueront à mieux améliorer la qualité de ces formes. Donc je voulais juste, par rapport à vraiment l'issue de ces jeunes formés dans les centres de formation professionnelle, il convient de vous signaler qu'une restructuration a été réalisée pour le bras opérationnel de l'emploi qui est l'ex-ANAPEJ. Et dans le cadre de cette restructuration, il y a eu la création des guichets emploi, un service public de l'emploi qui permet réellement, à l'intérieur du pays, c'est l'étendue du territoire national, qui permet aux jeunes sortants de trouver un moyen de rapprochement avec les entreprises cherchantes, ce qui permettra réellement de rapprocher la demande de l'offre. Il y a la plateforme, ils ont développé une plateforme DELI, qui permet aux demandeurs d'emploi d'insérer leur CV et qui, par la même occasion, a une fenêtre qui fait un renvoi vers les entreprises et qui leur permet de voir ces CV-là et, en fonction du besoin, de faire appel au CV qui les convient. On est en train d'instituer un programme d'apprentissage qui va permettre réellement aux jeunes sortants de bénéficier de stages au niveau des entreprises, et ces stages-là peuvent déboucher sur des emplois. On est aussi en train de mettre en place un cadre réglementaire pour l'intermédiation de l'emploi dans son intégralité. C'est ce cadre réglementaire de l'intermédiation de l'emploi qui va prendre en charge l'ensemble des demandeurs d'emploi et surtout les diplômés sortant de la formation des centres de la formation professionnelle et même des institutions académiques. On ne peut pas parler de la formation. Allez-y. Oui, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, le suivi de l'insertion des formés dans la formation professionnelle. Je dis bien, et je ne peux pas oublier que notre premier rôle, ce n'est pas seulement la formation, mais c'est l'insertion. Oui, l'insertion. Vraiment, l'objectif, c'est l'insertion.
On arrive, c'est bon, on n'arrive pas, c'est malheureux pour nous. C'est pourquoi il y a un établissement qu'on appelle l'Institut national de promotion de la formation professionnelle, l'INAP-FTP, communément connu, qui est là pour le suivi, qui est chargé du suivi de l'insertion des formés, des sortants de la formation. Et là, pour ça, il fait des enquêtes. Il a fait par exemple 2012, 2014, 2013, 2014, 2015, 2017 jusqu'à 2019. Et je ne peux pas vous dire vraiment aujourd'hui les taux, mais en général, ça tourne autour de 54 à 60. La dernière, par exemple, c'était en 2019, on était à 62%. De jeunes insérés. D'accord, après la formation. Bien sûr, on veut bien que ce soit 80% ou 60% si c'est possible. Mais j'ai dit, toutes les difficultés que je viens d'énumérer depuis ce soir prouvent quand même que c'est pas, pour le moment, malheureusement, ce n'est pas très évident. On a une entreprise qui n'est pas souvent, qui est frileuse. On a une formation aussi qui n'est pas souvent de qualité. Et donc, c'est normal. En tout cas, et dans chaque établissement aussi, il y a un service chargé de ce qu'on appelle la relation formation-emploi. Et donc, il est là pour faire aussi le suivi. Et chaque sortant, on connaît ses contacts, on peut le contacter à tout moment et le suivre là où il est, qu'est-ce qu'il est devenu. Bien sûr, l'employabilité des jeunes aussi débouche souvent sur un auto-emploi, parce que l'auto-emploi aussi, c'est vraiment une partie importante de l'emploi des jeunes. Et dans les programmes, on leur donne on lui donne de la gestion, par exemple une matière de gestion, entrepreneuriat, et ainsi de suite. Tout ceci démontre l'intérêt porté par la formation professionnelle au sortant de la formation. Il est vrai qu'en plus cette année, le président de la République donc, a décidé donc, de donner 6 mois de bourse pour les sortants de 2019, 2020 et 2021. C'est vraiment tout ceci, c'est pour encourager les sortants et pour qu'en attendant qu'ils trouvent un emploi. On ne peut pas parler de la formation sans pour autant parler de la capacité de vos centres de formation en termes d'équipement, d'infrastructures, voilà, de qualité également des ressources humaines. Je vais lui en arracher. amont, est-ce que l'évaluation, quelle appréciation je vais lui arracher je vais lui arracher la parole parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai commencé d'ailleurs par dire que la formation professionnelle est très chère. Qu'on a besoin de la renforcer. On a besoin d'un local dans lequel on peut faire la formation adaptée à ce qu'on appelle les ateliers souvent. On a besoin des équipements sur lesquels on va travailler. On a besoin de la matière d'œuvre parce qu'il va falloir travailler. Un maçon, il va faire la maçonnerie. Il va travailler sur les briques, sur des murs. Il va sûrement utiliser du ciment. Et donc tout ceci, c'est pour la formation. C'est-à-dire que c'est très cher, parce que ça, il va l'utiliser et après, il va le jeter. En mécanique auto, c'est la même chose. En plomberie, c'est la même chose. Dans toutes les matières, nous avons vraiment besoin de ce qu'on appelle la matière d'œuvre, avec laquelle on va faire la pratique. Après, nous avons besoin des formateurs bien formés, j'en ai déjà parlé. Si un formateur ne peut pas former, ça aussi, ça pose. Et donc, comme j'ai dit la dernière fois, si la formation est très chère, je crois aussi que le chômage est beaucoup plus cher et dangereux pour l'État. Et donc, il va falloir, et je crois que l'État a déjà vraiment, et commence à faire son mieux pour nous mettre dans les conditions dans lesquelles on peut donc augmenter nos capacités et on peut améliorer la qualité de la formation.
Donc, en conclusion, je pense qu'il y a un véritable besoin, un renforcement des capacités, en ressources humaines et en équipement. La réalité, c'est que... L'émission touche à sa fin. Oui, bien sûr. Bon, c'est allez-y. Allez-y. L'aiguille tourne maintenant dans l'autre sens. Ce que je voudrais dire, c'est que la formation professionnelle est bien différente de l'enseignement technique, mais encore plus de l'enseignement général. Et donc, il dit formation professionnelle, dit un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour sortir avec un produit qui est le sortant, qui dispose de toutes les compétences requises pour l'exercice de son métier. Ces facteurs, pour ne citer que cela, sont la matière première pour la formation, les équipements nécessaires pour les formations, le contenu pédagogique de ces formations, le formateur, l'environnement et les stages en entreprise, pour ne citer que cela. Tous ces facteurs doivent être réunis et remplis pour sortir avec un bon produit. On ne peut pas former un soudeur sur la théorie. Pour qu'il soude, il doit avoir de la matière première. Cette matière première, ce n'est pas pour produire, mais plutôt pour tout simplement pour s'exercer. Un maçon, il doit construire des murs et les détruire, les reprendre encore, etc. Parce que c'est ça l'exercice. Comme quand on fait par exemple les mathématiques, on prend une série d'exercices, on résout et on passe au suivant. Les exercices au niveau de la formation professionnelle, c'est quelque chose de matériel. C'est quelque chose qui est palpable. Et donc, il faut nécessairement prendre en charge cette formation en termes de coût pour pouvoir trouver la qualité. On me fait signe malheureusement que le temps imparti à cette émission touche à sa fin. Ce numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Hamadi El-Bekay, chargé de mission au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Sid Ahmed Iyo, directeur général de la formation professionnelle au même département, M. Cheikh Eya, directeur général de l'emploi au département de l'emploi et de la formation professionnelle, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction, particulièrement Madani Dramé pour la réalisation de cette émission et les caméramans ici présents. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes et très vivement pour un nouveau numéro de Zoom Sur. Au revoir.